Vous vous tenez à côté d'une immense fenêtre du sol au plafond de ce vaisseau spatial/ville errante que vous avez appelé votre maison depuis une douzaine d'années, avec quelques centaines d'autres personnes. Vous observez un objet fascinant approcher de votre vaisseau, vous demandant s'il mettra fin à ce voyage et à votre vie. Il ressemble à un astéroïde mais agit comme une comète. Se déplaçant comme si quelque chose le poussait, pourrait-il s'agir d'un moteur créé par une autre civilisation spatiale ? Êtes-vous condamné ou sur le point d'entrer en contact avec une intelligence d'un autre genre ? Maintenant, laissons cette fantaisie post-apocalyptique de côté et examinons de plus près ces envahisseurs spatiaux appelés comètes sombres. La question la plus intrigante est évidemment, qu'est-ce qui les fait bouger ? Très probablement, il s'agit de gaz ou de matériaux s'échappant de la surface de ces objets spatiaux. Fait intéressant, jusqu'à récemment, personne n'était même certain de leur existence. Le premier astéroïde sombre a été découvert il y a seulement quelques années. Et depuis lors, les chercheurs en ont identifié 14, dont 7 nouveaux découverts tout récemment. L'histoire des comètes sombres a commencé en 2016, lorsque des scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange à propos d'un astéroïde appelé 2003 RM. Son orbite n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Elle avait légèrement dévié, et personne ne pouvait expliquer ce changement par le comportement typique d'un astéroïde, lorsqu'ils reçoivent de petites poussées causées par le réchauffement inégal d'un astéroïde par la lumière du Soleil. Au lieu de cela, le mouvement suggérait que 2003 RM pourrait avoir libéré du matériau, ce que font souvent les comètes. Mais il y avait un hic. L'objet ne ressemblait pas à une comète. Il n'y avait pas de queue, pas de nuage de gaz visible. C'était juste un petit point de lumière, comme un astéroïde ordinaire. Au début, les scientifiques pensèrent que 2003 RM n'était qu'une énigme isolée. Mais en 2017, un télescope a repéré un autre objet étrange, celui-ci provenant de l'extérieur de notre système solaire. C'était Oumuamua. Lui aussi ressemblait à un astéroïde, mais avait une trajectoire qui changeait comme si du gaz s'en échappait. Les similitudes entre Oumuamua et 2003 RM ont amené les chercheurs à penser qu'il pourrait y avoir plus de tels objets étranges dans l'univers. En 2023, 7 autres avaient été découverts dans notre système solaire. Ces découvertes ont suffi pour donner à ce nouveau type d'objet le nom de comète sombre. Désormais, les scientifiques disposent de suffisamment de données pour commencer à remarquer des motifs et en apprendre davantage sur leurs caractéristiques. Ainsi, ils ont identifié 2 groupes principaux de comètes sombres. Le premier groupe, appelé comètes sombres externes, est plus grand, avec des tailles allant de centaines de pieds et même plus. Elles suivent des orbites longues et elliptiques, similaires à celles des comètes traditionnelles qui proviennent de régions proches de Jupiter. Le deuxième groupe, les comètes sombres internes, est plus petit, généralement d'une dizaine de pieds de diamètre. Ces comètes se déplacent sur des orbites presque circulaires et restent plus proches du Soleil, près de planètes comme la Terre, Vénus et Mars. La question principale de nos jours est d'où viennent les comètes sombres ? Peuvent-elles être les vestiges de corps plus grands qui se sont désintégrés ? Ces corps célestes pourraient nous aider à comprendre l'histoire du système solaire. Et s'ils avaient apporté les ingrédients de la vie sur la Terre primitive ? Une fois que nous aurons étudié les comètes sombres de manière plus approfondie, nous pourrions déterminer si elles contiennent des matériaux tels que de la glace ou des composés organiques. Et en effet, certains chercheurs sont certains que les comètes sombres peuvent contenir ou ont pu contenir de la glace et ont joué un rôle important dans l'apport d'eau sur Terre. Selon quelques études, certains astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, une région entre Mars et Jupiter remplie de débris rocheux, pourraient avoir de la glace sous leur surface. Et cette glace provenant de la ceinture d'astéroïdes pourrait avoir voyagé jusqu'à l'espace proche de la Terre. En d'autres termes, cela pourrait être un chemin permettant à l'eau d'atteindre notre planète. Jusqu'à présent, personne n'affirme que les comètes sombres ont définitivement apporté de l'eau sur Terre. Mais elles pourraient être un autre mécanisme permettant de déplacer de la glace d'une partie du système solaire à une autre. L'étude suggère également une connexion entre les comètes sombres et un groupe connu sous le nom de comètes de la famille de Jupiter. Ce sont des comètes dont les orbites sont fortement influencées par la gravité de Jupiter, souvent les attirant vers le Soleil. Cette connexion rend encore plus difficile la compréhension de l'origine des comètes sombres et de leur comportement. Maintenant, examinons de plus près les différences entre les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes traditionnels sont des corps rocheux qui orbitent relativement près du Soleil, généralement à l'intérieur de la ligne de glace.
Cette région est si proche du Soleil que toute glace présente à la surface d'un astéroïde se transformerait directement d'un état solide à un état gazeux, ne laissant derrière elle que de la roche. Les comètes, quant à elles, sont des corps glacés qui se forment plus loin du Soleil. Lorsqu'elles s'approchent du système solaire interne, leur glace commence également à passer d'un état solide à un état gazeux, créant un nuage visible, appelé chevelure, ou une queue tout en libérant poussière et gaz. Les comètes sombres brouillent ces définitions. Elles apparaissent comme des objets rocheux semblables à des astéroïdes sans coma ni queue, mais elles présentent un comportement typique des comètes, à savoir de petites accélérations non gravitationnelles. Ces accélérations se produisent lorsque la glace se transforme en gaz, donnant à l'objet une légère impulsion. Après avoir analysé 7 comètes sombres connues, les astronomes ont estimé qu'entre 0,5% et 60% de tous les objets géocroiseurs pourraient appartenir à cette catégorie mystérieuse. Et comme les comètes sombres proviennent probablement de la ceinture d'astéroïdes, il est probable que de la glace existe même dans les régions de la ceinture auparavant considérées comme trop chaudes. Désormais, les objets proches de la Terre tels que les comètes sombres ne restent pas éternellement dans la même orbite. L'environnement proche de la Terre est instable et les objets y demeurent généralement pendant environ 10 millions d'années. Puisque le système solaire est âgé de plus de 4,5 milliards d'années, cela signifie que de nouveaux objets proches de la Terre doivent constamment remplacer ceux qui sont perdus. Des astronomes ont utilisé des modèles informatiques pour simuler le mouvement des objets sous l'influence d'accélérations non gravitationnelles. Ils ont retracé les trajectoires de ces objets sur une période de 100 000 ans et ont découvert que beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans les mêmes régions où nous trouvons les comètes sombres aujourd'hui. Maintenant, vous vous souvenez de cette roche spatiale 2003 RM, qui a été la première à être appelée une comète sombre. Eh bien, elle a fourni un indice particulièrement intéressant. Son orbite elliptique la rapproche de la Terre, puis l'emmène près de Jupiter avant de revenir vers la Terre. Cette trajectoire correspond à ce que les scientifiques s'attendraient d'une comète de la famille de Jupiter, un objet qui a probablement été dévié vers l'intérieur de son orbite originale. Cependant, la plupart des autres comètes sombres étudiées semblent provenir des régions intérieures de la ceinture d'astéroïdes, plus proches de Mars. Les comètes sombres sont souvent petites et tournent rapidement. Les astronomes les décrivent souvent comme des glaçons sales. Tout cela parce que ces objets sont un mélange de roches et de glace, et lorsqu'ils traversent la ligne de glace, leur glace commence à se transformer en gaz. Ce processus non seulement provoque ces petites accélérations non gravitationnelles, mais augmente également leur vitesse de rotation. Et plus ces objets tournent rapidement, plus ils peuvent se désintégrer facilement en fragments plus petits. Les morceaux qui se détachent contiennent également de la glace. Et à mesure qu'ils tournent de plus en plus vite, ils se brisent en morceaux encore plus petits. Ce processus continue jusqu'à ce qu'il ne reste que des objets très petits, tournant rapidement. Ce cycle de fragmentation aide à expliquer pourquoi les comètes sombres sont souvent si minuscules. Mais cela pourrait aussi signifier qu'il y en a plus que ce que nous connaissons actuellement. La recherche sur les comètes sombres offre de nouvelles perspectives sur la distribution de la glace dans le système solaire et ses voies potentielles vers l'environnement proche de la Terre. Elle soulève également des questions intrigantes. Par exemple, quelle quantité de glace reste cachée dans la ceinture d'astéroïdes? Ou les comètes sombres ont-elles pu jouer un rôle dans la livraison d'eau ou de matériaux organiques sur Terre? Un des points les plus importants est que les comètes sombres pourraient représenter une part significative des objets géocroiseurs. Si cela s'avère vrai, cela pourrait signifier que notre compréhension de la population d'objets géocroiseurs et de leurs risques potentiels pour notre planète est loin d'être complète. Les processus façonnant les comètes sombres, de la sublimation à la fragmentation, pourraient être un facteur majeur dans l'évolution des corps glacés à travers le système solaire. Heureusement, de nos jours, les scientifiques ont l'occasion de combiner des modélisations avancées avec des observations, ce qui pourrait éventuellement éclairer cette classe d'objets très insaisissables qui pourraient détenir des indices sur l'histoire de l'eau et de la vie sur Terre. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, nous avons découvert l'objet le plus lumineux jamais observé. ASA ASN 15LH. Les astronomes étaient perplexes et se demandaient quel genre de monstre pouvait produire une quantité d'énergie aussi stupéfiante. Mais au moment où ils pensaient avoir résolu cette énigme cosmique,
l'objet a disparu dans les profondeurs de l'espace, ne laissant derrière lui qu'un vague souvenir et quelques astronomes déconcertés. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et il semble que l'univers ait décidé de nous jouer un tour cosmique. Oui, mesdames et messieurs, ASA SSN 15LH est de retour, et cette fois, il est encore plus lumineux que jamais. Alors, jetons un coup d'œil à cet objet spatial brillant de mille feux. Cet événement a été détecté pour la première fois le 14 juin 2015, dans la constellation de l'Indien. Il se situait dans une galaxie faible, prouvant que les choses les plus brillantes proviennent parfois des endroits les plus inattendus. C'est comme trouver un diamant dans un tas de pierres, ou une pépite de chocolat dans une fournée de cookies aux raisins secs, sans vouloir offenser les amateurs de cookies aux raisins secs. ASA SSN 15LH était si lumineux que s'il avait été dans notre propre galaxie, il aurait brillé davantage que la pleine lune. Imaginez plutôt, pas de nuit, pas d'étoiles, juste cette chose mystérieuse illuminant le ciel comme un immense lampadaire. Ne serait-ce pas cool et un peu terrifiant? Mais plus sérieusement, c'était un événement astronomique fascinant. À son apogée, il était 570 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil. Si brillant que même vu de loin, il suffirait à vous aveugler. Imaginez plutôt, nous sommes en 2015 et des astronomes découvrent l'objet le plus lumineux jamais observé. C'était une découverte incroyable, car les scientifiques n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Était-ce une supernova? Un événement de rupture par effet de marée? Quelle était cette chose à la fin? Mais dès qu'ils ont commencé à étudier cet objet, il a commencé à disparaître, ce qui s'est avéré particulièrement décevant. Les scientifiques, perplexes, n'avaient plus d'autre choix que de spéculer sur sa nature. Puis, contre toute attente, ASA SSN 15LH a soudainement refait surface. Scintillant comme jamais. Les astronomes étaient abasourdis. Comment? Cette chose nous serait revenue de l'au-delà? Pendant 40 jours, son rayonnement ultraviolet a quintuplé avant de se stabiliser pendant quelques mois, pour ensuite diminuer à nouveau. Face à ce développement inattendu, les astronomes se sont exclamés « D'accord, ça c'est vraiment étrange ». Mais alors, quelle est la nature de cet objet et qu'est-ce qui a provoqué sa résurgence? Plusieurs théories ont été avancées. La première est celle d'une supernova superlumineuse. Une supernova est l'apothéose de la vie d'une étoile. Lorsqu'un astre épuise son carburant, il subit un événement cataclysmique qui libère une quantité colossale d'énergie et de lumière. Un spectacle époustouflant appelé supernova. C'est le bouquet final de la vie d'une étoile, une sorte de clap de fin cosmique. Sauf que le clap, c'est l'étoile entière. Certains astronomes pensent que cet objet pourrait être une supernova, mais d'une magnitude exceptionnelle. Si c'était autrefois une étoile, elle aurait probablement été 100 fois plus massive que le Soleil. Une telle supernova serait un événement inédit, et cette étoile géante attirerait sans aucun doute l'attention de tout l'univers. Une autre théorie est celle du magnétar. Lors d'une supernova, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même pour former un objet extrêmement dense. Imaginez un marshmallow de la taille d'une montagne, compressé à la taille d'un véritable marshmallow. Cette densité est si extrême que si vous pouviez, par miracle, vous tenir sur la surface d'une étoile à neutrons, ce qui est impossible car vous seriez écrasé par sa gravité, vous pèseriez autant qu'un milliard d'éléphants. C'est en quelque sorte ce qui se produit lorsqu'une étoile épuise son carburant. Le noyau super dense restant est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. On pourrait donc avancer qu'une supernova est la grande fête d'adieu d'une étoile, où elle part dans un grand boom, et qu'une étoile à neutrons est ce qui reste après la fête, comme les boîtes à pizza vides et les canettes de bière après une soirée endiablée entre amis. Certains scientifiques pensent que ASA SSN 15LH pourrait relever de ce genre de phénomène. Ils pensent qu'il s'agissait d'une étoile qui a épuisé son carburant pour devenir une étoile à neutrons. Ensuite, elle aurait tourné si rapidement qu'elle aurait expulsé des jets de matière surchauffée. Comme pulvériser de l'eau avec un tuyau, mais une eau prodigieusement chaude. Ces jets peuvent réchauffer leurs environs et rendre une supernova encore plus brillante qu'à l'accoutumée. Mais notre mystérieux objet était encore plus brillant que cela, ce qui remet en question cette théorie.
Heureusement, nous avons d'autres hypothèses. Une autre théorie suggère que cette luminosité extrême pourrait être due à la collision de deux étoiles à neutrons. Une telle collision provoquerait un véritable spectacle pyrotechnique avec cotillons et paillettes cosmiques. Une autre idée est qu'ASSN 15 LIH pourrait avoir été causée par un trou noir supermassif déchirant une étoile qui se serait trop approchée. Imaginez un monstre affamé saisissant une friandise appétissante, mais au lieu de la manger, il la déchire en morceaux, créant un chaos monumental. C'est probablement l'hypothèse la plus impressionnante. Enfin, l'explication la plus prosaïque. Cette théorie suggère que cet objet mystérieux pourrait ne pas être aussi lumineux que nous l'avions pensé. En réalité, sa lumière serait amplifiée par un amas de galaxies ou un autre corps massif dans l'espace. Un peu comme si vous chaussiez des lunettes grossissantes qui rendent tout énorme et plus brillant. Voilà donc toutes les explications possibles de cet événement. Et si ces mystères ne suffisaient pas, rappelez-vous que les scientifiques n'ont aucune idée de pourquoi cet objet s'est remis à briller. Ils ont envisagé qu'il ait pu rencontrer un amas de gaz, le rendant momentanément plus lumineux. Mais après vérification, ils n'ont rien trouvé de tel. Ça fait donc 2-0 en faveur de l'étrange objet lumineux. En d'autres termes, ASSN 15 LH demeure un mystère. Il continue de défier les astronomes, comme pour leur dire « Vous pensiez tout savoir des supernovas, continuez de chercher, simples mortels. Et ce n'est pas le seul mystère de notre univers. Il y a une multitude de phénomènes que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Par exemple, avez-vous entendu parler de la matière noire ? Non, ce n'est pas un groupe de particules gothiques, mais quelque chose d'encore plus mystérieux. La matière noire constitue environ 27% de l'univers. Pourtant, nous ne pouvons ni la voir, ni la toucher, ni la goûter, bien qu'elle soit omniprésente. Les scientifiques savent qu'elle existe parce qu'elle exerce une attraction gravitationnelle sur la matière observable, un peu comme un délicieux cheeseburger a une attraction gravitationnelle sur moi. Le plus étrange avec la matière noire, c'est que nous ignorons totalement de quoi elle est composée. C'est une boîte à mystère dont nous ne pouvons même pas voir les contours. Et ce mystère tient les scientifiques éveillés la nuit. Une autre énigme obscure est celle de l'énergie noire, insaisissable et énigmatique. Elle représente environ 68% de l'univers, mais sa nature nous échappe encore. Ces deux éléments sont qualifiés de noirs parce qu'ils n'interagissent pas avec la lumière ou toute autre forme de rayonnement électromagnétique. En d'autres termes, bien que nous sachions qu'ils existent, nous ne pouvons pas les observer directement. Imaginez un peu, nous ne pouvons percevoir qu'environ 5% de l'univers. Qui sait ce qui se cache encore dans l'ombre ? Un jour, les scientifiques ont remarqué que l'univers s'étendait de plus en plus rapidement au fil du temps. Mais cela semblait impossible, non ? Après le Big Bang, l'expansion de l'univers aurait dû ralentir progressivement, comme tout phénomène naturel. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Quelque chose devait donc le propulser, n'est-ce pas ? C'est ainsi que les scientifiques ont introduit le concept de énergie noire, une force mystérieuse censée accélérer l'expansion de l'univers. Mais quelle en est l'origine ? Les chercheurs l'ignorent toujours. Et tant que nous n'aurons pas élucidé ces mystères, ils resteront parmi les plus grands de notre univers. Ainsi, cet objet mystérieusement lumineux n'est même pas l'un des plus grands mystères. Nous avons encore une multitude de choses à comprendre, et qui sait quels autres secrets l'univers nous réserve ? Espérons qu'un jour, nous en saurons davantage sur notre monde et que nous pourrons enfin répondre à ces questions fascinantes. Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs d'Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre.
Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci.
la grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure. Notre Soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre Soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près? Et où est notre Soleil? Le trou noir l'a-t-il avalé? Le Soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre Soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'ils se forment. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt,
sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire ? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur, mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit alors que l'horloge indique 14 heures et la Lune a l'air si différente ? Les chaînes d'infos annoncent que notre Soleil a disparu et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vent. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être 1 minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sortie de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussé hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque 2 fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là.
Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ 1/5 de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps, ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum! Un mur de feu se répand autour de l'épicentre de l'impact. Il brûle tout sur son passage. Les vagues soulevées par l'explosion déferlent sur les grandes villes. Et les tremblements de terre sont si puissants que les immenses gratte-ciels s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ce sont les conséquences possibles de la collision avec le premier objet interstellaire de l'histoire à travers notre système solaire. Nous l'avons découvert en 2017, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de ce dont il s'agit exactement. Un astéroïde, une comète ou le vaisseau spatial d'une civilisation extraterrestre. Pour l'instant, les scientifiques l'ont nommé Oumuamua. Ce mot hawaïen sonne un peu comme le cri de la vache à nos oreilles, je te l'accorde. Quoi qu'il en soit, sa vitesse est beaucoup plus grande que celle des autres astéroïdes, environ 87 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en moins de 3 minutes, et donc cet astéroïde pourrait voyager de la Terre au Soleil en environ 2 mois. En comparaison, nos fusées peuvent voyager jusqu'à 27 000 km par heure. Le même voyage d'un bout à l'autre des États-Unis leur prendrait environ 9 minutes. De nombreux scientifiques supposent donc qu'il s'agit d'un objet artificiel créé par une civilisation très avancée. D'accord, la forme de l'objet joue en faveur de cette théorie. Il est long et étroit et ressemble à un vaisseau spatial. Il fait environ 800 mètres de long, ce qui est bien plus grand que la tour Eiffel. Les scientifiques ont voulu savoir si Oumuamua était vraiment un vaisseau spatial et ils ont orienté leur radiotélescope vers lui. Si la civilisation à bord de ce vaisseau utilisait des systèmes de communication ou nous observait avec leur technologie, nous l'aurions découvert. Mais ils n'ont perçu qu'un grand silence, un peu comme ça, pas une seule onde radio. Mais cela ne réfute pas la théorie de la civilisation extraterrestre. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de déterminer le poids de l'objet. Pour ce faire, nous utilisons la lumière, plus précisément sa réflexion. Différents matériaux reflètent la lumière différemment. Prenons une pierre noire inconnue par exemple. Elle absorbe presque toute la lumière et ne reflète pratiquement rien. Regarde ensuite dans le catalogue, c'est du charbon de bois. En connaissant la taille et le matériau de l'objet étudié, nous pouvons déterminer son poids. Nous devions donc voir quelle quantité de lumière cet objet réfléchit, et lorsque les scientifiques ont pointé leur télescope sur Oumuamua, ils ont découvert qu'il reflète des couleurs qui correspondent au fer et aussi à certaines roches solides. Et aussi que Oumuamua clignotait tout le temps. Une vive lumière soudaine qui s'éteint lentement peu après, puis qui se remet à briller. Cela signifie qu'il tournait. Et il ne tournait pas autour de son axe comme une flèche, il tournait de façon chaotique, changeant de position sans cesse. Tout objet artificiel ou vaisseau spatial aurait été détruit par de tels mouvements. Mais Oumuamua est toujours intact. Cela veut dire que les matériaux dont il est fait sont super durs et qu'il ne risque pas de se désagréger de sitôt. Et il n'est pas creux comme un vaisseau spatial. C'est un corps solide. Et oui, comme moi. Sa vitesse stupéfiante le rend assez mystérieux. Certaines comètes peuvent atteindre la même vitesse ou même une vitesse supérieure. Mais cela est dû à ce qu'on appelle l'effet fusée. Quand un vaisseau spatial décolle de sa rampe de lancement, tu vois du feu jaillir de ses moteurs.
Chaque seconde, la fusée mélange son carburant à l'oxygène, ce qui produit ces flammes. Et elle se voit propulsée à une vitesse fulgurante. Selon les lois de la physique, c'est comme si tu prenais appui sur un mur pour sauter. La fusée saute en quelque sorte vers le haut grâce au gaz de combustion qu'elle projette. C'est ainsi qu'une fusée crée la poussière nécessaire et accélère. Les comètes fonctionnent sur un principe similaire. Les rayons du soleil frappent la surface de la comète, les éléments légers comme la glace commencent à s'évaporer, ce gaz va dans un sens et la comète dans l'autre. Comme une fusée, la comète est poussée par le gaz qui s'évapore et ainsi elle accélère. Ce gaz vient aussi former la longue queue de la comète. C'est comme si l'énorme rocher entraînait tout ce gaz derrière elle, ou comme si une voiture entraînait l'air avec elle en roulant à grande vitesse. Mais Oumuamua n'est pas une comète, et il n'a pas cette queue, et il n'est pas soumis à cet effet fusée dont je viens de parler, donc il n'aurait pas dû atteindre cette vitesse. Mais certains scientifiques pensent que Oumuamua avait autrefois une queue, bien que nous l'ayons découvert en 2017, il est dans notre système solaire depuis 1995, et à cette époque, les rayons du soleil le touchaient déjà. Lorsque nous avons découvert cet astéroïde, il avait déjà perdu environ 95% de sa masse, c'est-à-dire qu'il s'est tout simplement évaporé. D'autres scientifiques pensent que Oumuamua a acquis cette vélocité dès sa naissance quelque part dans un autre système stellaire ou dans une nébuleuse. Il a peut-être eu une collision spectaculaire entre une exoplanète et un autre objet cosmique. L'énergie explosive colossale de la collision aura projeté ce caillou de forme oblongue dans l'espace. Il a pu s'agir encore de l'explosion d'une supernova. Lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se transforme en géante rouge, elle se met à gonfler et devient des centaines de fois plus grosse. Ensuite, elle rétrécit et explose avec une puissance formidable. Les ondes de l'explosion peuvent se propager à plusieurs années-lumière de l'épicentre, et c'est l'un des événements les plus lumineux de l'univers. Une supernova pourrait donc avoir réduit une exoplanète en morceaux. Et l'un de ces morceaux, Oumuamua, aurait accumulé énormément d'énergie et de vitesse et commencé son long voyage vers la Terre. Cela pourrait expliquer pourquoi Oumuamua continue de tourner si violemment. Mais récemment, des scientifiques ont publié une théorie selon laquelle Oumuamua pourrait être un bloc de glace géant. La glace à laquelle nous sommes habitués est de l'eau H2O, mais Oumuamua pourrait être de la glace d'azote N2. Il serait resté intact dans l'espace interstellaire pendant 500 millions d'années, et en arrivant dans notre système solaire, la glace d'azote aurait réfléchi les 2/3 des rayons du Soleil. Ainsi, il ne serait pas énormément réchauffé. Cela expliquerait pourquoi Oumuamua ne possède pas de queue. On retrouve la même glace d'azote sur Pluton ainsi que sur Triton, l'une des lunes de Neptune. Donc Oumuamua proviendrait d'une exoplanète glacée de ce type. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'en y envoyant une sonde spatiale. Les scientifiques ont élaboré un plan pour cela, appelé projet Lyra. Le problème, c'est que Oumuamua traverse notre système solaire à une vitesse incroyable, bien plus vite que n'importe quelle fusée d'invention humaine. Et nous devons rattraper ce caillou spatial le plus vite possible avant qu'il ne s'éloigne trop. Pour ce faire, nous pouvons nous servir de la gravité. Tout d'abord, la sonde spatiale survolera Jupiter. Elle passera près de cette planète et profitera de son immense gravité pour accélérer. Ensuite, notre sonde se dirigera vers le Soleil. Elle le contournera d'aussi près que possible afin d'être projetée comme par une catapulte vers le rocher spatial. La deuxième option pour atteindre l'astéroïde serait d'utiliser des microsondes. Nous devons en lancer environ 1 millier en orbite. Elles ne doivent pas être plus lourdes qu'une allumette. Chacune d'entre elles sera dotée d'une voile lumineuse de la taille d'un ring de boxe. Ensuite, nous concentrerons un puissant rayon laser depuis le sol sur cette voile. Cela nous permettra d'accélérer la sonde à environ 20% de la vitesse de la lumière. Il ne faut bien sûr pas qu'elle aille trop vite et passe à côté de l'astéroïde. Elle doit être en mesure d'entrer dans son orbite et de se poser dessus. Mais si nous sommes trop lents, Oumuamua quittera notre système solaire avant que nous puissions le rattraper. C'est une expérience très importante car à l'avenir, nous pourrions utiliser de tels astéroïdes comme des taxis spatiaux. Il nous suffira d'entrer dans l'orbite d'un astéroïde interstellaire ou même d'atterrir dessus. Ensuite, nous pourrons nous déplacer dans l'espace à des vitesses incroyables sans utiliser le moindre carburant. Ce serait une excellente option pour voyager sur de longues distances ou pour livrer du matériel dans d'autres systèmes stellaires. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de tels objets ? Une collision avec un astéroïde de la taille de Oumuamua pourrait anéantir un État entier. S'il devait tomber quelque part dans l'océan, il pourrait provoquer des vagues plus hautes que nos plus hauts gratte-ciel.
Les scientifiques cherchent sans relâche des moyens de nous protéger contre de tels objets. L'un de ces moyens est le bélier. Si nous repérons un objet potentiellement dangereux, nous pouvons envoyer un vaisseau spatial vers lui. Et pédale au plancher, le vaisseau spatial devra rentrer dans l'astéroïde à un angle qui permettra de modifier un tout petit peu sa trajectoire. Le déplacer excessivement à l'échelle cosmique changerait radicalement sa destination finale, et il suffit pour nous que l'astéroïde passe devant notre planète. Nous pouvons aussi créer une explosion contrôlée sur l'astéroïde. Le principe est le même. La force de l'explosion devrait modifier légèrement la trajectoire de l'astéroïde ou briser le gigantesque rocher en fragments moins dangereux. Les astéroïdes qui font jusqu'à 24 mètres de large se consument complètement dans notre atmosphère à cause de la friction de l'air. Les roches d'une taille comprise entre 24 et 800 mètres peuvent ne pas brûler complètement et causer des dommages localisés. Tout ce qui est plus grand est considéré comme très dangereux. Ah ouais ? Dans les films de science-fiction, la méthode habituelle consiste à placer des moteurs de fusée sur les astéroïdes. Grâce à cela, nous devrions être en mesure non seulement de modifier leur trajectoire, mais aussi de les contrôler. Et nous pourrions les utiliser ensuite contre d'autres astéroïdes, un peu comme si on jouait au billard dans l'espace. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant. Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver. Et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve. Et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes.
Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre. Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée, est aujourd'hui requalifié de planète naine à un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre.
ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet. Personne ne pourrait entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres. Lorsque des astronomes ont lancé un projet visant à créer une carte 3D détaillée de notre galaxie, ils ne s'attendaient pas à trouver quelque chose de si surprenant. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus tôt dans l'année, le docteur Anna Bonacca, une scientifique de Harvard, a remarqué une étrange perturbation dans les courants stellaires de notre galaxie. Un courant stellaire est une ligne d'étoiles qui se déplacent ensemble à travers les galaxies. Le courant stellaire dont nous parlons s'appelle GD1 et il s'étend en une ligne impressionnante à travers notre ciel. Ce flux était une ligne cohérente et tirée par la gravité de notre galaxie. Un jour, le docteur Bonacca a remarqué une brèche dans cette ligne, et cette brèche présentait un bord étrangement déchiqueté. En fait, il semblait que quelque chose d'absolument énorme avait récemment plongé à travers le courant stellaire. La force de gravité de cet objet était si importante qu'il a réussi à entraîner des étoiles dans son sillage. Le plus troublant est que les télescopes n'ont pas réussi à trouver la source des dégâts. Mais alors, que pouvait donc être cette balle invisible ? Une théorie suggère que l'intrus était une étoile errante. Mais selon le docteur Bonacca, le trou était bien plus grand que n'importe quelle étoile existante. Il devrait être 1 million de fois plus massif que notre Soleil. Et si le trou de la Voie lactée était déchiré par un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie ? Si ces deux trous noirs se rapprochaient trop, ils ne pourraient pas échapper à la gravité l'un de l'autre. Une collision pourrait être inévitable. Le plus puissant des deux trous dévorerait alors le plus faible, et un énorme trou noir super puissant apparaîtrait. Mais personne n'a encore été témoin d'une collision de trous noirs. De plus, les scientifiques ne peuvent pas prédire les conséquences d'une telle fusion, même s'ils l'ont simulée sur de puissants ordinateurs. Le seul fait évident est qu'elle produirait d'incroyables quantités d'énergie. D'énormes ondulations se propageraient dans tout l'univers et finiraient inévitablement par toucher notre planète. Mais il se peut aussi que deux trous noirs dans une galaxie refusent de fusionner. Imagine ceci, un trou noir supermassif, dont la masse équivaut à des centaines de millions de fois celle du Soleil, tourne au centre de la Voie lactée à une vitesse phénoménale. Un autre trou noir, en rotation, s'approche d'une autre. Que penses-tu qu'il va se passer ? L'un des trous, très probablement l'intrus, sera expulsé et envoyé au loin comme un frisbee volant dans l'espace. Et qui peut garantir qu'il ne se dirigera pas vers la Terre ? Heureusement pour nous, il n'y a pas de trou noir supermassif dans les environs. Et cette théorie ne permet pas d'expliquer le mystérieux phénomène de cette perforation. Le docteur Bonacca n'exclut toujours pas la possibilité que l'intrus soit une sorte d'objet lumineux semblable à une étoile. Après avoir fait un trou dans la Voie lactée, il pourrait se cacher quelque part dans la galaxie. Mais encore une fois, cela semble hautement improbable en raison de la taille énorme de l'objet. On parle tout de même de 30 à 65 années-lumière de diamètre. Dans tous les cas, il est difficile de prédire où il aurait terminé. S'il s'agissait d'un objet lumineux, l'intrus aurait pu se déplacer à une vitesse incroyablement élevée et n'aurait pas eu besoin d'être si massif pour faire un trou dans le courant stellaire. Ou bien il aurait pu se déplacer plus lentement, mais être très lourd. Les astronomes ne savent pourtant pas de quelle option il s'agit. C'est pourquoi il est pratiquement impossible de prédire où il s'est retrouvé.